Jean Moreau vivait à l'écart du monde, dans une immense propriété à une trentaine de kilomètres de Lyon. À 47 ans, il possédait tout ce que la majorité des gens rêvent d'avoir: fortune, réputation, liberté. Pourtant, derrière les murs en pierre claire de son manoir cossu, l'homme dissimulait une solitude tenace, presque douloureuse. Fils unique d'un couple absent, il avait grandi dans le silence doré d'un internat suisse, puis s'était frayé un chemin jusqu'au sommet du monde des affaires, non pas par ambition, mais par nécessité. Il ne croyait plus aux relations humaines depuis longtemps, pas plus en amitié qu'en amour. Tout lui semblait compromis, teinté d'intérêt, de trahison à peine dissimulée. Il avait choisi l'isolement comme rempart. La Villa Moreau, comme on l'appelait dans la région, dominait une vallée verdoyante. Elle était gardée par une grille en fer forgé toujours fermée, et personne n'y entrait sans invitation explicite. Jean passait ses journées dans une routine méticuleuse. Levé à 6 heures du matin, lecture des journaux économiques, café noir, longues réunions à distance avec ses directeurs, déjeuner frugal, promenade solitaire dans les jardins, puis des heures dans sa bibliothèque où il relisait inlassablement les mêmes auteurs, Montaigne, Camus, Dostoïevski. Le soir, il dînait seul, toujours à la même table, avec une musique classique en fond sonore. Il ne voyait plus personne en dehors de ses rares associés, rencontrés dans des bureaux aseptisés ou dans des restaurants feutrés de Paris. Parmi eux, quelques anciens camarades de la haute société, tous aussi cyniques et désabusés que lui. Ce fut justement lors d'un de ces dîners, dans un salon privé d'un club très fermé de la capitale, qu'une conversation anodine prit une tournure inattendue. Ils étaient 6 autour de la table, tous en costume sombre, le rire facile, mais les yeux vides. Le vin coulait, les anecdotes se faisaient plus crues, et la vanité de chacun se gonflait à mesure que les bouteilles se vidaient. Un certain Bernard Delcourt, connu pour son humour acide et ses provocations, lança alors une idée qui fit sourire tout le monde, sauf Jean. Et si on offrait à Jean une fille, juste pour voir s'il est encore capable d'émotion, lança-t-il en riant. Pas une compagne, non. Une fille, une enfant adoptive. Symbolique, évidemment. On pourrait appeler ça une expérience sociale. Les autres éclatèrent de rire. Jean, lui, haussa simplement un sourcil, puis se leva pour aller fumer une cigarette sur le balcon. Il connaissait le genre de jeu auquel ces hommes aimaient se livrer, toujours aux dépens des plus fragiles. Mais il ne se doutait pas une seule seconde que cette phrase, prononcée dans un moment d'ivresse collective, allait devenir le point de départ d'une farce cruelle. 3 semaines plus tard, par une matinée d'hiver calme et grise, son majordome, un homme discret nommé Claude, vint frapper doucement à la porte de son bureau. Jean lisait Le Monde, comme chaque jour, quand Claude annonça « Monsieur Moreau, une jeune femme est arrivée. Elle dit avoir été envoyée ici, dans le cadre d'un programme d'adoption. » Jean posa lentement son journal, certain d'avoir mal entendu. « Comment cela, un programme d'adoption ? Elle a des documents, signés, et un avocat l'a déposé ici ce matin. » Le cœur de Jean se serra. Une désagréable impression s'empara de lui. Il se leva sans un mot et suivit Claude jusqu'au hall d'entrée. Là, debout, droite, malgré le froid mordant qui entrait par les grandes portes vitrées, se tenait une jeune femme aux cheveux bruns attachés en une natte, portant un manteau trop grand pour elle. Ses yeux, grands et clairs, parcourèrent la pièce avec une nervosité mal dissimulée. « Bonjour, dit-elle, incertaine. « Je m'appelle Élise. » Jean la fixa, puis baissa les yeux vers le dossier qu'elle tenait dans ses mains gantées. Il reconnut immédiatement le logo d'un cabinet juridique parisien. Il l'ouvrit, lut rapidement, puis referma le tout d'un geste sec. Tout en lui comprit, il avait été piégé. Une farce, une mise en scène grotesque, une humiliation enrobée de légalité. Il se redressa lentement et dit d'une voix neutre « Entrez, il fait froid. » Élise obéit sans un mot, visiblement mal à l'aise. Elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait ici, sinon qu'un certain monsieur Delcourt avait parlé d'un projet expérimental pour offrir à d'anciens orphelins une chance de vivre quelques mois dans un environnement privilégié. Cela semblait absurde, irréel. Pourtant, elle avait signé les papiers, et l'avocat avait dit que tout était légal. Jean la fit asseoir dans le salon, sans s'excuser, sans sourire. Il l'observait comme on observe un tableau dont on n'a pas choisi la présence. Elle ne ressemblait pas à une manipulatrice. Elle avait 20 ans, peut-être un peu plus, mais elle ne portait ni bijoux, ni maquillage, juste une petite valise à ses pieds, et un silence tendu entre eux.
Il ne dit rien d'autre ce jour-là. Il demanda simplement à Claude de lui préparer une chambre d'amis et de s'assurer qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin. Puis il retourna dans son bureau, refermant la porte derrière lui, comme pour clore un chapitre qu'on ne veut pas lire. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que ce chapitre allait devenir le centre même de son existence. Le lendemain matin, Jean descendit dans la grande salle à manger, fidèle à ses habitudes. Veste de laine grise sur chemise blanche impeccable, journal à la main, café noir servi dès son entrée. Il avait espéré, naïvement peut-être, que l'épisode de la veille n'était qu'un rêve absurde. Mais en apercevant Claude discuter à voix basse avec une silhouette fine assise près de la baie vitrée, il comprit que non. Élise était bien là, réelle, présente dans son espace. Elle s'était levée très tôt, avait pris un petit déjeuner léger sans déranger personne, et demandait déjà si elle pouvait aider dans quelques tâches ménagères ou même dans les jardins. Cette initiative ne fit qu'ajouter à la gêne de Jean, qui ne savait toujours pas quelle attitude adopter face à cette présence imposée. Il n'aimait pas qu'on bouleverse son organisation, et encore moins qu'on pénètre dans son quotidien sous prétexte de bienveillance sociale. Lorsqu'elle se leva pour le saluer, il remarqua encore une fois sa tenue modeste, ses gestes mesurés, presque timides. Elle lui tendit un sourire poli qu'il ne sut pas vraiment comment interpréter. « Bonjour, monsieur Moreau. J'espère ne pas déranger. »« Vous êtes déjà ici, » répondit-il d'un ton neutre. Le dérangement n'est plus une hypothèse. Élise baissa les yeux sans répondre. Elle n'était pas idiote. Elle avait compris dès la veille que quelque chose clochait, que son arrivée n'était pas perçue comme normale ou attendue. L'homme en face d'elle ne ressemblait en rien à ce qu'on lui avait décrit. Il n'était ni chaleureux, ni curieux, ni même désagréable. Il était opaque, comme un mur de pierre contre lequel toute tentative de connexion rebondissait. Jean, de son côté, décida de ne pas prolonger l'échange. Il ouvrit son journal, fit un signe à Claude pour qu'il serve le café et s'installa dans son silence habituel. Élise, après quelques secondes d'hésitation, reprit sa place près de la fenêtre et sortit un carnet de croquis de son sac. Elle commença à dessiner, concentrée, presque invisible. Ce détail n'échappa pas à Jean, qui jeta un coup d'œil discret. Ce n'était pas un geste pour attirer l'attention, mais un refuge personnel. Elle gribouillait des formes abstraites, des lignes douces, comme pour structurer le chaos intérieur. Toute la journée se déroula dans ce climat de flottement. Claude, fidèle à sa discrétion légendaire, n'émit aucun jugement. Il guidait Élise avec respect, lui montrant les pièces principales de la maison, les règles à suivre, les horaires à respecter. Jean, quant à lui, resta enfermé dans son bureau, tentant de contacter le cabinet juridique responsable du dossier qu'il avait lu la veille. Il voulait comprendre comment un document légal avait pu être émis sans son autorisation explicite. La réponse, lorsqu'elle arriva par téléphone, fut aussi technique qu'exaspérante. Une procuration signée en son nom avait été utilisée, un acte manifestement frauduleux, mais suffisamment camouflé pour retarder toute action immédiate. La supercherie était bien plus élaborée qu'il ne l'avait imaginé. Quelqu'un s'était donné du mal pour rendre cette blague crédible sur le plan légal. Et Jean savait très bien qui pouvait être derrière tout cela. Bernard Delcourt. Le ton moqueur, les phrases ambiguës prononcées lors du dîner, tout concordait. Il avait transformé une idée insensée en réalité. Un test, une farce. Peu importait. Jean n'avait pas encore décidé s'il devait la renvoyer immédiatement ou attendre que le scandale s'éteigne. Le soir venu, Élise fut invitée à dîner dans la petite salle attenante à la bibliothèque. Jean ne mangeait jamais dans la grande salle lorsqu'il n'avait pas d'invité officiel. Il s'était résolu à faire preuve d'un minimum de civilité. Lorsqu'elle entra, elle portait la même tenue que la veille, visiblement par choix ou par absence d'alternative. Elle s'assit sans bruit et remercia pour le repas préparé. Le dîner se déroula dans un silence étrange. Les couverts s'entrechoquaient doucement. La lumière tamisée n'aidait en rien à détendre l'atmosphère. Au bout de quelques minutes, Élise tenta une approche. « Monsieur Moreau, je ne suis pas sûr de comprendre exactement pourquoi je suis ici. On m'a parlé d'un projet d'intégration, un séjour chez un mécène pour apprendre, vivre autrement. Mais tout cela me semble flou. » Jean posa sa fourchette, la regarda droit dans les yeux. « Ce qu'on vous a dit est un mensonge. Vous avez été utilisé. Et moi, manipulé. » Il n'y avait aucune animosité dans sa voix, juste une froideur résignée. Élise sentit un frisson lui traverser l'échine.
Elle serra ses mains sur ses genoux. « Est-ce que vous voulez que je parte ?» demanda-t-elle, la voix un peu tremblante. Jean prit quelques secondes avant de répondre. « Ce serait logique, mais ce serait aussi cruel. Vous n'êtes responsable de rien, ce ne sont pas vos manigances, mais celles d'hommes qui croient que l'argent les autorise à tout. » Il se leva, fit quelques pas vers la fenêtre. « Vous pouvez rester, temporairement, jusqu'à ce que je règle cette absurdité. En attendant, je vous demande de respecter mon espace et ma solitude. » Élise acquiesça, murée dans une confusion profonde. Elle aurait pu se sentir humiliée ou en colère, mais à cet instant, c'était surtout un sentiment de vide qui l'envahissait. Elle n'avait jamais été réellement désirée quelque part. Même ici, elle n'était qu'un pion dans un jeu cruel. Mais une part d'elle, fragile, obstinée, refusait de fuir encore. Jean, lui, passa une nuit agitée. Pour la première fois depuis des années, il sentit une présence dans sa maison comme une fracture dans le silence qu'il avait bâti autour de lui. Élise n'était ni un problème, ni une menace. Mais elle était là. Et cela suffisait à dérégler l'ordre parfait de ses journées. À l'aube, lorsqu'il la croisa dans les jardins, assise sur un banc, les yeux perdus dans un livre de poésie, il sut que cette situation allait durer plus que prévu. Et que peut-être ce n'était pas uniquement à cause des papiers qu'il ne l'avait pas encore renvoyé. Au fil des jours, ce qui n'était qu'un incident destiné à être corrigé devint une habitude étrange, presque imperceptible. Jean n'avait pas donné de date limite au séjour d'Élise, et malgré son détachement affiché, il ne faisait rien pour précipiter son départ. La jeune femme, quant à elle, s'était adaptée au silence, à la rigidité des horaires, à l'absence totale de familiarité dans la maison. Mais sous cette façade d'indifférence mutuelle, quelque chose de discret prenait racine. Élise ne posait pas de questions inutiles. Elle ne cherchait pas à s'imposer dans les routines de Jean. Au contraire, elle se faisait invisible, volontairement. Pourtant, à chaque fois qu'elle apparaissait dans une pièce, il notait inconsciemment sa présence. Le bruissement de ses pas dans le couloir, le murmure de sa voix lorsqu'elle demandait un livre à Claude, le léger grincement de la chaise qu'elle déplaçait dans la véranda, tout devenait des repères auditifs dans la vie trop ordonnée de Jean. Un matin, alors qu'il faisait encore sombre dehors, Jean entra dans la bibliothèque plus tôt que d'habitude. Il fut surpris d'y trouver Élise, assise à la table centrale, entourée de livres ouverts. Elle ne l'avait pas entendu entrer. Elle lisait un volume de philosophie, annotant dans un vieux carnet les idées qui semblaient la troubler. Jean, silencieux, observa la scène pendant quelques instants. Il aurait pu se retirer discrètement, mais quelque chose le poussa à parler. « Vous vous intéressez à Nietzsche ?» demanda-t-il, la voix encore rauque du matin. Élise sursauta légèrement, se retourna, puis sourit timidement. « Un peu, je ne comprends pas tout, mais je trouve ça fascinant. Surtout cette idée de vérité qui blesse. » Jean s'approcha, prit le livre entre ses mains et le feuilleta. « C'est un choix ambitieux. Vous lisez d'autres choses ? Des romans surtout, et de la poésie. Mais ici, il y a tellement de livres que je me perds. » Ce fut leur première conversation naturelle, courte mais sans tension. À partir de ce moment-là, Jean commença à remarquer des changements subtils. Élise rangeait les livres après les avoir lus, nettoyait doucement les étagères couvertes de poussière, aidait Claude à trier des documents oubliés dans les armoires. Elle ne cherchait pas à plaire, elle s'occupait simplement. Il la surprit même un après-midi à déplacer des pots de fleurs sur la terrasse afin que les plantes reçoivent mieux la lumière. Aucun geste ne semblait motivé par l'intérêt ou la flatterie. Il y avait en elle une sorte d'attention sincère au monde, une délicatesse silencieuse que Jean n'avait pas anticipée. Un jour de pluie, alors que le vent frappait fort contre les vitres, ils se retrouvèrent à déjeuner ensemble, sans avoir prévu quoi que ce soit. Claude était retenu à l'extérieur par une urgence familiale, et Élise avait proposé d'aider en cuisine. Elle avait préparé un plat simple, une soupe de légumes et une tarte salée, avec une maladresse charmante. Jean accepta de manger à la même table qu'elle, plus par curiosité que par politesse. « Je n'ai pas cuisiné depuis longtemps », avoua-t-elle en posant l'assiette. « Mais au moins ce n'est pas brûlé. » Jean goûta. C'était modeste, mais honnête. Il hocha la tête, sans compliment excessif. « C'est mangeable. » Élise éclata d'un petit rire discret. « C'est votre façon à vous de dire que ce n'est pas mauvais ?» Il sourit malgré lui, ce qui étonna autant Élise que lui-même. C'était un sourire bref, à peine perceptible,
Mais il existait. Ils mangèrent lentement, en silence. Mais le silence n'était plus le même. Il était rempli de petites présences invisibles, les gestes mesurés, les regards fugaces, la sensation étrange que quelque chose, quelque part, bougeait. Les jours suivants, Jean laissa de côté une part de sa rigidité. Il commença à répondre à ses questions sur les livres, les auteurs, les tableaux accrochés au mur. Élise, passionnée par l'art, voulait comprendre les origines des œuvres, leur signification. Jean se rendit compte qu'il connaissait bien l'histoire de sa collection, mais qu'il n'en avait jamais parlé à personne. Avec Élise, il retrouvait le plaisir de transmettre, de raconter, sans se sentir jugé. Une fin d'après-midi, dans le grand salon éclairé par la lumière dorée du soleil couchant, Élise examina un tableau représentant un paysage alpin signé d'un peintre oublié du XIXe siècle. Jean s'approcha et expliqua. « C'est un des rares que j'ai acheté sans réfléchir. Il m'a rappelé un lieu de mon enfance. Rien d'extraordinaire, juste une montagne que je regardais par la fenêtre, quand j'étais ailleurs. » Élise sentit que le mot « orphelinat » manquait à la phrase. Mais elle ne le força pas à le dire. Elle se contenta de murmurer « C'est beau » de garder ce genre de souvenir. Jean la regarda. Elle ne jouait pas un rôle. Il commençait à le comprendre. Il avait craint au début qu'elle fasse semblant, qu'elle cherche à l'amadouer pour mieux profiter de sa situation. Mais rien dans son comportement ne justifiait cette suspicion. Elle ne demandait rien. Elle vivait simplement là, sans prétention. Peu à peu, Jean abandonna l'idée de la renvoyer. Il n'en parla même plus. Il se disait qu'il clarifierait tout cela plus tard, qu'il finirait par démêler les formalités avec les avocats. Mais dans les faits, il acceptait. Il s'habituait. Il attendait presque certains moments de la journée, ceux où il la voyait lire, parler à Claude, dessiner dans son carnet. Élise, de son côté, n'oubliait pas qu'elle était arrivée là par une mauvaise plaisanterie. Mais elle se raccrochait à la tranquillité du lieu, à la bibliothèque immense, au silence confortable. C'était peut-être la première fois de sa vie qu'elle ne se sentait pas obligée de se défendre ou de fuir. Il n'y avait pas d'affection, pas encore. Mais il y avait un espace. Et c'était déjà beaucoup. Pendant plusieurs semaines, la cohabitation entre Jean et Élise s'installa dans une sorte d'équilibre fragile, rythmé par des habitudes tacites et une distance respectueuse. Mais ce calme apparent cachait des tensions souterraines, des mécanismes de défense anciens chez l'un comme chez l'autre. Jean, bien qu'apaisé par la présence discrète d'Élise, luttait intérieurement contre une forme d'attachement naissant qu'il refusait de nommer. Quant à Élise, elle ne pouvait ignorer la question lancinante qui l'habitait. Pourquoi avait-elle été choisie pour cette mascarade, et pourquoi Jean la laissait-il encore rester? L'incident survint par hasard, lors d'une fin d'après-midi glaciale. Jean s'était absenté pour une réunion importante à Lyon, laissant Élise seule au domaine. Elle profita de ce moment pour explorer des pièces encore fermées du manoir, non par curiosité mal placée, mais par un désir sincère de mieux comprendre l'histoire du lieu. En ouvrant une porte discrète au fond du couloir du deuxième étage, elle tomba sur un petit bureau secondaire manifestement peu utilisé. Sur la table, un téléphone fixe était décroché. Le combiné émettait un signal d'appel terminé. Élise, par réflexe, appuya sur le bouton de rappel. Ce qu'elle entendit la glaça. La voix de Bernard Delcourt, reconnaissable malgré la mauvaise qualité de l'enregistrement, s'élevait avec ce ton arrogant et rieur qu'elle avait déjà perçu lors de leur première rencontre. « Alors, elle est toujours chez toi, la petite ? Tu joues bien le jeu, Jean. J'avoue que je ne t'imaginais pas aussi docile. Qui aurait cru que tu supporterais une présence pareille dans ta tour d'ivoire ? Ne t'attache pas trop, hein ? C'est une expérience, pas un changement de vie. » Puis le message coupa net. Élise resta figée. Elle comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un malentendu ni d'un projet humanitaire mal expliqué. Elle avait été placée là volontairement, dans le cadre d'une mise en scène orchestrée par des hommes riches et cyniques, qui la voyaient comme un pion dans leur jeu. La douleur ne vint pas tout de suite. Elle arriva comme une vague lente, suivie d'une colère froide, d'une honte sourde. Quand Jean rentra en début de soirée, il la trouva dans le grand salon, debout, les bras croisés, les yeux sombres. Il comprit aussitôt que quelque chose s'était passé. « Vous le saviez, n'est-ce pas ?» dit-elle sans préambule. Jean, surpris par son ton, s'avança prudemment. « De quoi parlez-vous ? De cette farce, de cette expérience sociale, de cette humiliation déguisée en hospitalité. Vous étiez au courant dès le début. » Jean ferma les yeux un instant, puis hocha la tête lentement.
Pas dès le début. J'ai compris peu de temps après votre arrivée. Mais je n'ai pas voulu vous blesser davantage en vous révélant toute la vérité. » Élise le fixa incrédule. « Vous pensez que le silence protège? Que c'est plus digne de laisser quelqu'un vivre dans un mensonge confortable? Vous auriez dû me dire la vérité. Dès que vous l'avez su. » Jean resta immobile. Il n'avait pas de réponse simple à offrir. Il n'avait pas prévu cet affrontement. Il pensait, naïvement, qu'il pourrait rattraper les choses par la gentillesse, par le temps partagé, par l'oubli progressif de l'origine de leur rencontre. « Je ne voulais pas que vous partiez, » murmura-t-il enfin. Cette phrase, pourtant simple, frappa Élise de plein fouet. Elle ne sut comment la recevoir. Était-ce une forme de tendresse ou une nouvelle manipulation? Elle recula d'un pas. « Ce n'est pas à vous de décider si je dois rester ou non. Vous n'avez pas le droit de me garder ici pour réparer vos erreurs ou pour soulager votre solitude. » Elle monta dans sa chambre, fit sa valise en silence, sans verser une larme. Claude, averti de son départ imminent, tenta discrètement de la faire changer d'avis, mais elle fut inflexible. Elle avait trop souvent été déplacée, ignorée, utilisée. Elle n'allait pas recommencer ici. Jean, seul dans le salon, regarda la porte se refermer sans tenter de l'en empêcher. Il resta ainsi un long moment, incapable de bouger. Il sentait que quelque chose venait de se briser. Non pas une illusion, il n'en avait plus depuis longtemps, mais une possibilité qu'il n'avait même pas osé nommer. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il relut les documents juridiques, chercha une faille, un recours. Mais rien ne pouvait changer ce qui avait été dit, ce qui avait été entendu. Ce n'était pas une affaire de droit, mais de confiance. Et elle était rompue. Le lendemain matin, le manoir retrouva son silence habituel. Les pas d'Élise ne résonnaient plus dans les couloirs, sa voix ne s'élevait plus dans la cuisine, ses livres n'étaient plus sur les accoudoirs des fauteuils. Claude, plus discret que jamais, évitait les sujets personnels. Jean, lui, passait des heures devant les fenêtres, regardant le jardin vide comme un homme en exil dans sa propre maison. Il ne savait pas encore s'il la reverrait. Il ne savait même pas s'il le voulait. Ce qu'il savait, en revanche, c'était qu'elle lui manquait. Non pas comme une distraction ou un caprice, mais comme une présence juste, une vérité douce dans un monde de faux semblants. Et cela, il n'avait jamais cru le possible. Le silence avait envahi la demeure Moreau comme un brouillard dense. Depuis le départ d'Élise, les journées s'étiraient sans relief, et Jean, malgré ses efforts pour se concentrer sur ses affaires, se retrouvait sans cesse à contempler les traces invisibles qu'elle avait laissées. Il se surprenait à entendre son rire discret, à s'attendre à la voir apparaître avec un carnet ou un livre à la main. Le vide qu'elle avait laissé était bien réel, plus percutant que ce qu'il aurait pu anticiper. Il n'avait rien dit, n'avait pas tenté de la rattraper. Il s'était contenté de rester là, figé, comme s'il avait accepté une punition méritée. Mais l'inertie cessa brutalement un matin, lorsqu'il retrouva, dans une pile de documents, une vieille lettre manuscrite. Une lettre qu'il avait écrite il y a de nombreuses années, à un moment où il croyait encore pouvoir se libérer de ses douleurs anciennes. C'était un texte court, à peine une page. Il y parlait d'un souvenir enfoui, le jour où sa mère, sans prévenir, l'avait laissé à la porte d'un bâtiment gris et froid, avec une valise et la promesse absurde qu'elle reviendrait. Il avait 6 ans. Il n'avait jamais revu cette femme. Ce souvenir l'avait façonné. C'était là que s'était cristallisé son rejet des attachements, sa méfiance envers les gestes tendres. Il avait grandi dans un orphelinat austère, jusqu'à être adopté par un couple stérile mais fortuné qui l'avait élevé comme un projet, sans véritable chaleur. Cette lettre, jamais envoyée à personne, était restée parmi ses papiers comme un aveu qu'il n'avait jamais osé faire à voix haute. Ce matin-là, il la relut en entier, et pour la première fois depuis des années, il sentit la brûlure d'une émotion sincère. Sans vraiment réfléchir, il se saisit de son téléphone et appela Claude. Il lui demanda de trouver Élise. Pas pour lui ordonner de revenir, mais pour lui parler, pour dire enfin ce qui aurait dû l'être depuis longtemps. Claude, fidèle et efficace, retrouva sa trace dans une ville du Sud, à quelques heures de train. Elle avait trouvé refuge chez une ancienne amie et tentait de reprendre pied, de comprendre ce qui venait de lui arriver. Leur rencontre eut lieu dans un café de quartier, modeste et calme. Jean arriva sans chauffeur, sans costume. Il portait une veste sombre, un air grave mais déterminé. Lorsqu'Élise le vit entrer, elle se raidit. Elle ne s'attendait pas à le revoir, et encore moins à ce qu'il se déplace lui-même.
Il s'assit en face d'elle, la regarda quelques secondes en silence, puis posa doucement sur la table une enveloppe. « Ce n'est pas une excuse, dit-il. C'est une explication. Quelque chose que je ne vous ai jamais dit et que j'aurais dû dire bien plus tôt. » Élise prit l'enveloppe, hésita, puis l'ouvrit. Elle lut la lettre sans lever les yeux. Quand elle eut terminé, elle la replia avec soin, la reposa devant elle et attendit. Jean, de sa voix toujours posée, raconta alors ce qu'il n'avait jamais dit à personne. L'abandon, l'enfance morcelée, l'adoption sans affection, les murs qu'il avait dû construire pour ne pas sombrer. Il ne chercha pas à susciter la pitié, encore moins la compréhension. Il livrait simplement la vérité nue, sans détour. Quand j'ai compris ce qu'ils avaient fait, cette farce, cette mise en scène, j'ai revu mon propre passé, et j'ai eu honte, parce que je savais ce que ça représentait d'être utilisé, déplacé comme un objet. Et pourtant, je vous ai gardé là, dans ce contexte absurde, en espérant que le temps effacerait l'origine de votre venue. Il la regarda dans les yeux, pour la première fois sans se cacher. Mais la vérité, c'est que j'ai eu peur. Peur de vous voir partir. Peur de perdre ce que je n'avais même pas su nommer. Élise, silencieuse, le regardait sans colère. Ce qu'elle lisait dans ses yeux n'était ni de la stratégie, ni de la manipulation. C'était autre chose, une vulnérabilité qu'il n'avait jamais laissé transparaître. « Vous auriez pu me le dire avant, murmura-t-elle, même juste ça que vous saviez ce que c'était. Je ne savais pas comment. Et maintenant ?» Jean inspira profondément. « Maintenant, je ne vous demande rien. Ni de revenir, ni de comprendre. Mais je voulais que vous sachiez que ce n'était pas un caprice, que vous aviez changé quelque chose en moi, que ce n'était pas une parenthèse. » Le silence retomba, mais il était plus doux que la fois précédente. Élise, les mains posées à plat sur la table, réfléchissait. Elle n'était plus la jeune fille perdue qui l'avait accueillie sans la vouloir. Elle avait traversé cette épreuve, compris l'absurdité des puissants, mais aussi touché du doigt une vérité simple. Parfois, les choses les plus importantes naissent d'accidents, de maladresse, de chaos. « Je ne veux pas revenir si c'est pour jouer un rôle, » dit-elle enfin. « Je ne veux pas être une fille adoptive symbolique, ni une pièce de théâtre pour vos amis. Si je reviens, c'est comme adulte, avec mes propres choix, mon propre espace. » Jean hocha la tête. Il s'y attendait. « C'est exactement ce que je vous propose, ni plus ni moins. » Ils se quittèrent devant la porte du café sans promesse. Mais cette fois, Élise prit le train du retour d'elle-même, sans y être contrainte. Lorsqu'elle franchit à nouveau le seuil du manoir, quelques jours plus tard, elle ne portait pas de valise. Elle avait simplement son sac à l'épaule, son carnet à la main, et ce regard calme de ceux qui ne cherchent plus de validation. Claude l'accueillit avec un sourire discret, sans poser de questions. Jean l'attendait dans le salon. Lorsqu'elle entra, il ne dit rien. Elle non plus. Ils se regardèrent longuement, comme deux personnes ayant traversé une tempête qu'ils ne nommeraient jamais, mais dont ils portaient encore les traces. Ce soir-là, pour la première fois, ils dînèrent non pas en silence, mais en échangeant des souvenirs, pas ceux qu'on exhibe, mais ceux qu'on murmure. Ils ne parlaient plus en termes d'obligation, ni de devoir. Ils se reconnaissaient. Et cette reconnaissance, fragile mais réelle, traçait un chemin inattendu, non pas vers une relation définie, mais vers une cohabitation fondée sur une vérité nouvelle, celle d'avoir été tous les deux des enfants blessés et de ne plus vouloir fuir ce qu'ils étaient devenus. Le calme retrouvé à la Villa Moreau fut de courte durée. Quelques semaines après le retour d'Élise, alors qu'ils commençaient à tisser une forme de routine fluide, les premières rumeurs firent leur apparition dans les colonnes discrètes de la presse parisienne. Un article publié dans un hebdomadaire mondain évoquait une relation ambiguë entre un célèbre milliardaire lyonnais et une jeune inconnue au passé orphelin. L'article, sans jamais nommer directement Jean ou Élise, distillait des sous-entendus suffisamment clairs pour que les cercles sociaux de Jean comprennent immédiatement de qui il s'agissait. L'auteur, bien informé, parlait de programmes d'adoption informels, de jeunes femmes logées dans une demeure de luxe, et suggérait un jeu entre riches dont les conséquences échappent à leurs créateurs. Jean lut l'article avec une froide lucidité. Il comprit aussitôt que la discrétion sur laquelle il avait fondé sa vie venait d'être brisée. Il savait aussi qui était capable d'avoir orchestré une telle fuite. Bernard Delcourt, encore lui. Ce dernier n'avait jamais digéré que sa plaisanterie tourne en quelque chose d'humain,
de sincère, et maintenant que Jean refusait de jouer son rôle de pantin dans leur cercle de pouvoir, il passait à l'offensive. Les jours suivants, la pression monta. Jean reçut des appels qu'il ne prit pas, des messages d'anciens amis pleins de sous-entendus, certains mêlant ironie et menaces à peine voilées. Élise, de son côté, perçut le changement dans l'air. Claude, habituellement impassible, devint plus protecteur, plus attentif à ce qui entrait et sortait de la maison. Un matin, un journaliste tenta même de s'introduire dans la propriété, prétextant une livraison. Il fut immédiatement reconduit hors du domaine. Élise ressentit profondément cette atmosphère oppressante. Elle comprit qu'en restant, elle devenait une cible, qu'elle incarnait malgré elle une histoire que d'autres voulaient manipuler. Un soir, en dînant avec Jean, elle brisa le silence. « Vous allez finir par le regretter, n'est-ce pas? Tout cela m'avoir laissé revenir. » Jean posa sa fourchette, la regarda longuement. « Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir compris plus tôt que le monde auquel j'appartenais ne valait pas ce que je croyais. Ce n'est pas vous que je regrette, c'est eux. » Mais les menaces prirent une forme plus concrète. Delcourt lui-même appela, sans détour cette fois. Il exigea que Jean mette fin à la situation, qu'il corrige l'erreur, avant que la presse n'obtienne des éléments plus explicites. Il insinua qu'un scandale serait monté de toutes pièces si Jean ne s'exécutait pas. « Ils ne veulent pas de romantisme, Jean. Ils veulent un spectacle. Si tu ne leur offres pas un retournement de situation comique, ils t'en donneront un tragique. » Jean ne répondit rien. Il coupa la communication et, dès le lendemain, convoqua ses avocats. Mais au lieu de négocier ou de se défendre, il leur donna une instruction claire. Rédiger de nouveaux contrats incluant des clauses de donation massive destinées à financer des projets pour les orphelins et jeunes adultes sortant de foyers d'accueil. Le tout au nom d'Élise, sans qu'elle le sache encore. Ce fut sa façon de répondre. Non pas en se battant sur leur terrain, mais en déplaçant la partie vers des valeurs qu'ils ne comprenaient pas. Mais cette décision ne suffit pas à apaiser les tensions internes. Élise, bien qu'ignorant les détails juridiques, sentait le poids grandissant de l'exposition. Un soir, elle rentra plus tôt de la ville, visiblement bouleversée. Dans un café, elle avait entendu deux hommes parler d'elle, la décrire comme une protégée bien docile ou une petite comédienne douée. Ce n'était pas seulement humiliant, c'était dangereux. Sa parole ne valait rien pour ces gens, et cela réveillait en elle une ancienne blessure, celle d'être constamment définie par les autres. Elle monta dans sa chambre, claqua la porte. Jean, inquiet, vint frapper. Il la trouva assise sur le sol, le regard vide. Elle ne pleurait pas, mais son silence était plus lourd que des larmes. « Je ne suis pas une erreur », murmura-t-elle, « et je ne suis pas un trophée non plus. » Jean s'agenouilla lentement devant elle. Il ne savait pas comment la rassurer, seulement qu'il devait être là, présent. « Vous êtes la seule chose juste qui me soit arrivée depuis des années. Je ne laisserai personne vous transformer en autre chose. » Mais malgré ces mots, la distance se creusa. Non par manque d'affection, mais à cause de cette réalité extérieure qui s'infiltrait partout. Il ne pouvait pas sortir sans être observé. La presse spéculait. Les fondations que Jean avait soutenues dans le passé prenaient à leur distance. Les invitations mondaines cessaient d'arriver. Il devenait un paria dans son propre monde. Et pourtant, il n'éprouvait aucun regret. Ce monde-là, il ne le reconnaissait plus. Il l'avait toléré par inertie, mais il n'en avait jamais vraiment fait partie. Avec Élise, il avait découvert un autre mode de vie, un quotidien simple, sincère. Il ne voulait pas revenir en arrière, mais il comprenait aussi que pour que cette paix existe réellement, il fallait agir, rompre totalement. Ce fut Claude qui, un matin, lui dit ce que Jean n'avait pas osé penser à haute voix. « Il faudra choisir, monsieur. Rester dans cette maison, dans cette ville, dans cette guerre, ou partir. » Jean ne répondit pas tout de suite, mais le regard qu'il lança à travers la fenêtre vers les montagnes lointaines contenait déjà la décision qu'il prendrait bientôt. La nuit précédant sa décision, Jean ne dormit pas. Assis dans le bureau où il avait passé la moitié de sa vie à orchestrer des négociations, bâtir des empires économiques et signer des alliances de façade, il repassait en mémoire les visages, les mots, les gestes de tous ceux qu'il avait un jour appelés collègues, partenaires, voire amis. Aucun ne restait à ses côtés aujourd'hui. Tous s'étaient détournés sans la moindre hésitation, comme si son choix d'accueillir Élise avait brisé une loi tacite du milieu auquel il appartenait. Il avait cessé d'être un des leurs dès l'instant où il avait ouvert sa porte non à une héritière, mais à une orpheline. Ce que ces hommes n'acceptaient pas, ce n'était pas sa solitude brisée,
mais le fait qu'il ait choisi une autre vérité que la leur. Au petit matin, Jean appela Claude, lui demanda de faire venir ses avocats dans les plus brefs délais. Il n'allait pas fuir, il n'allait pas se cacher, mais il allait transformer sa position en levier. Il allait cesser d'être une cible passive pour devenir un acteur du changement, même si cela devait lui coûter son patrimoine, sa réputation ou tout ce qu'il avait bâti pendant plus de 20 ans. Lors de la réunion, il fut direct. Il souhaitait injecter une part importante de sa fortune dans une série de projets concrets et durables centrés sur l'accueil de jeunes adultes sortis de foyers, l'accompagnement à la réinsertion sociale, l'accès à la culture et à l'éducation. Chaque structure porterait le nom d'Élise. Il n'avait pas besoin de son autorisation pour cela, car il ne cherchait pas à l'honorer comme un symbole, mais à affirmer ce qu'elle représentait pour lui, la possibilité d'un autre avenir. Il imposa également une clause irrévocable. Aucun des fonds ne pouvait être récupéré ou reconditionné, même en cas de faillite personnelle. Le même jour, Jean mit en vente plusieurs de ses propriétés les plus connues. Un appartement à Paris, un château en Bourgogne, 2 villas à l'étranger. Il décida de ne garder que la maison de Lyon, temporairement, le temps de finaliser les démarches. L'argent généré par ces ventes serait directement injecté dans les nouveaux projets. Il refusa les interviews, les communiqués, les opérations de communication. Il ne voulait ni se justifier ni se racheter. Il voulait agir, sans théâtralité. Élise, lorsqu'elle fut informée de ses décisions, ne répondit rien immédiatement. Elle était émue, bien sûr, mais aussi prudente. Elle savait que les gestes spectaculaires pouvaient masquer des motivations complexes. Mais en voyant Jean plus calme, plus droit, elle comprit que ce n'était pas une stratégie. C'était une libération. Il n'agissait pas par culpabilité, mais par cohérence intérieure. Il avait simplement arrêté de jouer un rôle. Ils réorganisèrent leur quotidien. Jean ouvrit pour la première fois son espace à Élise d'une manière véritablement équitable. Ils partagèrent les repas non plus par protocole, mais par choix. Ils parlèrent de livres, de politique, de souvenirs. Jean se mit même à lui raconter ses débuts dans les affaires, non pas pour impressionner, mais pour expliquer comment on devient un homme dur quand on croit qu'il n'y a pas d'autre option. Élise, elle, parla de ses éducateurs, de ses fuites, de ses attentes déçues. Ils ne cherchaient pas à se consoler mutuellement. Ils construisaient une compréhension partagée. Ils commencèrent aussi à sortir ensemble, malgré les regards. Un jour, ils visitèrent une librairie de quartier, bras dessus, bras dessous. Un autre, ils assistèrent à une exposition d'art contemporain dans un centre culturel de la ville. Certains passants murmuraient, d'autres prenaient des photos discrètement, mais peu importait. Ce n'était plus eux qui définissaient l'histoire. Claude, observant tout cela, ne cacha pas sa satisfaction. Après des années au service d'un homme enfermé dans ses automatismes, il assistait à une forme d'ouverture rare, presque improbable. Il veillait toujours avec la même rigueur, mais il se permettait désormais quelques sourires, des gestes simples, comme offrir à Élise une vieille édition d'un roman qu'elle cherchait. Mais l'histoire n'était pas terminée. Un soir, alors qu'il dînait dans la salle en bois clair donnant sur le jardin, Élise s'arrêta de manger et fixa Jean avec une intensité nouvelle. « Je me sens bien ici, dit-elle, en sécurité, mais je ne veux pas que ça devienne une cage dorée. » Jean posa sa serviette, la regarda sans répondre. « J'ai besoin de continuer à exister par moi-même, à créer, à comprendre ce que je veux faire de ma vie. Je suis reconnaissante pour tout, mais je ne veux pas devenir dépendante de ce que vous me donnez. Sinon, ce ne sera pas une liberté, mais une nouvelle forme de détention. » Jean comprit immédiatement le sens de ces mots. Il ne se sentit pas rejeté. Il sentit au contraire la justesse de sa réflexion. Il avait commencé cette histoire avec l'idée qu'il offrait un toit à une jeune fille perdue, mais aujourd'hui, il partageait sa vie avec une femme en train de se construire. « Alors faisons-le ensemble, dit-il enfin. Si vous voulez bâtir quelque chose, bâtissons-le. Pas ici, ailleurs, loin de ce monde qui ne nous veut pas. » Et c'est ainsi qu'une idée commença à germer. Celle de tout quitter, vraiment. Non pas pour se cacher, mais pour réinventer. Quitter Lyon, vendre la demeure, s'installer dans une ville où personne ne les connaissait, où ils pourraient recommencer sans poids, sans rôles assignés. Pas comme un couple défini par les regards des autres, mais comme 2 êtres humains libres de réécrire leur place dans le monde. Cette décision, une fois prise, ne suscita aucun doute. Les adieux furent sobres. Jean ne prévint personne. Claude organisa discrètement les derniers détails.
La villa fut vidée, les tableaux envoyés dans des musées, les meubles donnés à des associations. Aucun message ne fut laissé aux anciens contacts de Jean. Il n'y avait rien à expliquer. Quand ils quittèrent la propriété tôt un matin, seuls les oiseaux du jardin furent témoins de leur départ. Dans la voiture qui les conduisait vers leur nouvelle destination, Élise tourna la tête vers Jean. « Vous n'avez pas peur de tout perdre ?»« Je n'ai rien perdu. J'ai juste arrêté de défendre ce qui n'avait jamais été à moi. » Ils regardèrent ensemble la route s'étirer devant eux. Ce qu'ils allèrent bâtir n'était pas encore clair. Mais pour la première fois, ni l'un ni l'autre n'avaient besoin de tout contrôler. Ils étaient en mouvement, et cela suffisait. Loin de Lyon, dans une petite commune côtière de Normandie, Jean et Élise commencèrent une nouvelle vie discrète. Le changement fut radical. Ils s'étaient installés dans une maison simple, aux murs clairs, avec une grande pièce baignée de lumière qu'ils comptaient transformer en librairie-café. Le projet avançait lentement, mais avec une détermination sincère. Jean, qui n'avait jamais utilisé ses mains pour autre chose que signer des contrats, apprenait à poncer du bois, à agencer des étagères, à parler avec des artisans. Élise, de son côté, dessinait les plans, contactait les éditeurs indépendants, rédigeait des idées de programmation culturelle. Loin de l'opulence, ils goûtaient à une forme de quotidien qui leur était jusque-là inconnue, celui qui demande de la patience, de la présence et du respect mutuel. Mais ce fragile équilibre fut mis à l'épreuve par une visite inattendue. Un matin de mars, alors qu'Élise ouvrait la boîte aux lettres située au bout du petit chemin bordé d'herbes sauvages, elle trouva une enveloppe blanche, sans timbre, glissée à la main. Elle l'ouvrit sur place. À l'intérieur, une feuille pliée en 4, quelques lignes manuscrites, sans signature. « Je sais qui tu es, et je sais qui je suis. Je veux parler. Je veux qu'on m'écoute. Tu ne peux pas effacer ton passé. Monsieur... » Élise resta immobile plusieurs minutes. Elle sentit le froid lui mordre les doigts, bien que le soleil fût doux. Ce n'était pas une menace explicite, mais le choc était réel. Elle comprenait immédiatement ce que cela impliquait. Elle avait passé des années à se demander d'où elle venait vraiment, qui étaient ses parents biologiques, pourquoi elle avait été placée en foyer. Et voilà qu'une prétendue mère, jusqu'ici absente, surgissait à l'improviste, sans prévenir, sans ménagement. Elle ne dit rien à Jean ce jour-là. Elle garda la lettre dans son carnet, tenta de reprendre ses activités comme si de rien n'était. Mais l'ombre de cette voix surgie du passé planait au-dessus d'elle. 3 jours plus tard, une femme apparut devant la porte de la maison, vêtue d'un manteau beige, les traits tirés, les mains serrées sur un sac usé. Elle se présenta comme Mireille. Elle ne demanda pas à entrer. Elle se contenta de fixer Élise avec un mélange de gêne et de dureté. « Tu me ressembles, » dit-elle sans émotion, surtout dans le regard. Élise ne sut quoi répondre. Elle la fit entrer, offrit un thé qu'aucune des deux ne toucha. Mireille parla longtemps d'une voix monocorde. Elle raconta une vie brisée trop tôt, des décisions prises sous la contrainte, une jeunesse marquée par la violence, la pauvreté, la peur. Elle disait avoir été forcée d'abandonner Élise. Puis, elle évoqua les difficultés actuelles, les dettes, la maladie. Ce n'était pas une demande claire, mais cela en avait le goût. « Je ne veux rien de toi, disait-elle, les yeux fixés sur la tasse froide. Je veux juste qu'on sache que je suis ta mère, et que je suis vivante. Pas une honte à cacher. » Mais Élise comprit très vite que la revendication n'était pas aussi pure qu'elle le prétendait. Mireille avait parlé d'un journaliste, d'un homme intéressé par l'histoire complète. Elle laissait entendre que si Élise refusait tout contact, la presse finirait par apprendre la vérité. Jean entra au moment où Mireille se levait pour partir. Il n'intervint pas. Il observa simplement le visage d'Élise, puis celui de la femme, et comprit qu'un nouveau chapitre difficile venait de s'ouvrir. Après le départ de Mireille, Élise resta silencieuse pendant plusieurs heures. Elle ne pleura pas. Elle ne se plaignit pas. Mais elle n'arrivait plus à lire, à écrire, à dessiner. Jean, respectant sa manière de traverser l'épreuve, ne chercha pas à la consoler immédiatement. Il attendit le soir, quand elle se tenait dans la véranda, les yeux perdus dans l'obscurité. « Tu penses que c'est vrai ?» lui demanda-t-elle sans le regarder. « Quelle est vraiment ma mère ?» Jean s'assit près d'elle. « Je n'en sais rien. Mais je sais que ce qu'elle veut vraiment, ce n'est pas un lien. C'est un échange. Et ça ne marche pas comme ça. » Élise hocha la tête. Elle savait qu'il avait raison. Mais une part d'elle avait espéré un jour entendre une voix venue de ce vide.
Elle n'aurait jamais imaginé que cette voix viendrait chargée de sous-entendus, de menaces, d'une forme de chantage émotionnel. Je ne veux pas qu'elle parle à la presse. Pas parce que j'ai honte d'elle, mais parce que je ne veux pas que notre vie devienne un récit marchandé. Jean prit sa main. Alors on doit agir, mais calmement, avec précision. On ne répond pas au bruit avec plus de bruit. On clarifie les choses avant qu'elles ne nous échappent. Ils décidèrent ensemble de contacter un avocat discret, spécialisé dans les affaires familiales, non pour attaquer, mais pour anticiper, pour encadrer toute tentative d'exploitation médiatique, pour définir légalement ce qu'était ou non une filiation reconnue. Élise rédigea une déclaration, non publique, mais prête à être publiée si nécessaire. Un texte sobre, dans lequel elle disait clairement qu'elle ne reniait rien de ses origines, mais refusait que son histoire soit racontée à sa place. Jean s'assura que cette déclaration soit protégée juridiquement. Pendant ce temps, Mireille disparut. Aucun nouveau message, aucun appel, rien. Mais le mal était fait. Élise doutait à nouveau. Non de Jean, ni de leur choix de vie, mais d'elle-même, de sa place, de ce qu'elle valait en dehors de ce lien incertain. Elle demanda à Jean la permission de partir quelques jours seule. Pas pour fuir, mais pour chercher, comprendre, revenir peut-être, avec des réponses. Jean accepta sans discuter. Il lui donna de l'argent, mais surtout, il lui donna sa confiance. « Tu reviens si tu veux. Quand tu veux. Tu n'as rien à me prouver. » Élise partit avec un sac léger, quelques vêtements, un carnet et la lettre de Mireille. Elle ne savait pas ce qu'elle cherchait exactement. Mais elle savait qu'elle ne pouvait plus rester dans le doute. Pour continuer à construire quelque chose de vrai avec Jean, elle devait d'abord affronter ses origines, non pour les valider, mais pour les mettre à leur juste place. Élise s'installa dans une pension modeste, située à quelques kilomètres de l'orphelinat où elle avait passé une partie de son enfance. Elle n'y était pas retournée depuis ses 18 ans, lorsqu'elle avait quitté l'institution sans se retourner, persuadée que rien de ce qui s'y trouvait ne méritait d'être retenu. Mais aujourd'hui, ce qu'elle cherchait n'était plus une rupture, mais un début, une ligne de continuité, même fragile, entre ce qu'elle avait été et ce qu'elle devenait. L'endroit n'avait pas changé, les mêmes murs ternes, les mêmes grilles, le même silence. L'administration était désormais gérée par une nouvelle équipe. Une directrice plus jeune, qui connaissait peu l'histoire des anciens pensionnaires, accepta cependant de la laisser consulter les archives après vérification de son identité. Ce fut dans une pièce étroite au fond du bâtiment principal qu'Élise découvrit une boîte grise portant son nom. À l'intérieur, une trentaine de lettres soigneusement empilées, toutes écrites de sa main, entre ses 6 et ses 12 ans. Des lettres jamais envoyées, jamais lues, que les éducateurs avaient apparemment conservées, sans savoir quoi en faire. Certaines étaient adressées à une maman, d'autres à une famille imaginaire, parfois même à un papa inconnu. Élise, en les lisant, fut submergée par un sentiment qu'elle ne connaissait pas bien, la tendresse envers elle-même. Cet enfant qui écrivait avec des fautes, des phrases maladroites, mais une clarté bouleversante, n'avait jamais cessé de chercher un visage, une voix, une main. Mais une lettre en particulier attira son attention. Elle portait la mention « à celui qui me reconnaîtra ». Datée de ses 10 ans, elle était différente, plus longue, plus réfléchie. Élise y décrivait un homme qu'elle avait rêvé, un père imaginaire. Elle parlait de sa solitude, de ses lectures, de son goût pour les endroits silencieux, des choses qu'elle aimerait partager avec lui, des promenades, des histoires, un jardin avec des rosiers. Ce qui la frappa, c'était la ressemblance presque troublante entre cette figure imaginaire et Jean. Pas dans les détails physiques, bien sûr, mais dans l'essence même du personnage. Un homme discret, cultivé, parfois dur, mais juste, silencieusement protecteur. Elle relut cette lettre au moins 5 fois. Ce n'était pas une prémonition. C'était une preuve que, même enfant, elle avait su ce qu'elle cherchait. Ce n'était pas le hasard qui l'avait amenée chez Jean. C'était peut-être une série de coïncidences, certes, mais ces coïncidences résonnaient étrangement avec les désirs les plus anciens de son cœur. Élise sortit de l'orphelinat les bras chargés de ses propres lettres. Elle marcha longuement dans les rues de la ville, sans destination précise. Elle se sentait à la fois plus légère et plus vulnérable. Il n'y avait plus de questions sans réponse. Elle n'avait pas besoin de savoir si Mireille était vraiment sa mère. Ce qu'elle venait de retrouver, c'était bien plus profond. C'était la preuve que, dès l'enfance,
Elle avait formulé un besoin fondamental de lien vrai, de respect, de reconnaissance, et que ce besoin avait trouvé un écho réel dans sa rencontre avec Jean. Ce soir-là, dans la chambre modeste de la pension, elle étala toutes les lettres sur le lit. Elle les relut une à une, puis décida d'en emporter certaines avec elle, les plus significatives. Elle ne voulait pas les utiliser pour convaincre Jean de quoi que ce soit. Elle ne voulait pas les transformer en récits dramatiques. Elle voulait simplement qu'il sache ce qu'elle avait été, pour mieux comprendre ce qu'elle devenait. Le lendemain, elle prit le train pour rentrer. Le trajet fut silencieux. Elle regardait le paysage défiler sans vraiment le voir. À son arrivée, Jean l'attendait à la gare sans un mot, les mains dans les poches, les yeux fatigués. Lorsqu'elle descendit du wagon, il ne lui demanda rien. Il lui prit simplement la valise, comme s'il l'avait toujours fait. Sur le chemin du retour, elle lui tendit l'enveloppe contenant la lettre « À celui qui me reconnaîtra ». Il ne l'ouvrit pas immédiatement. Ils rentrèrent à la maison, et ce ne fut que le soir, dans le silence de son bureau, qu'il lut le texte. Il ne dit rien pendant de longues minutes. Puis, il vint la trouver dans la véranda, où elle lisait. Il s'assit à côté d'elle. « Je ne crois pas au destin, dit-il lentement, mais je crois qu'il existe des silences qui appellent quelque chose, et tu m'as appelé, sans le savoir. » Elle ne répondit pas. Elle posa simplement sa main sur la sienne. Ce geste simple mais plein de signification remplaçait tous les mots. Les jours suivants furent consacrés à la reprise du projet de la librairie. Jean, plus engagé que jamais, finalisa les démarches administratives. Élise organisa les premières rencontres avec des associations locales. Ils décidèrent ensemble que l'endroit ne serait pas seulement une boutique, mais aussi un lieu de rendez-vous pour les jeunes isolés, les lecteurs solitaires, les artistes en quête de scène. Un lieu à leur image, ouvert, discret, chaleureux, sans bruit. Ce projet, loin des projecteurs, était leur manière de raconter leur histoire sans l'expliquer. Une histoire née d'un malentendu cruel, transformée en lien profond. Une histoire qui ne cherchait plus à plaire ou à justifier, mais simplement à exister. Et dans l'arrière-boutique, Élise installa un coffre discret dans lequel elle rangea les lettres retrouvées. Non comme des reliques, mais comme des racines. Elle les avait portées en elle toute sa vie. Maintenant, elles avaient un lieu, une place. Comme elle. Le temps qui suivit fut marqué par une accalmie étrange, presque suspendue. La librairie café, encore en travaux, commençait à prendre forme. Les étagères s'emplissaient peu à peu de livres soigneusement choisis, mêlant littérature classique, œuvres d'auteurs contemporains engagés et récits issus de parcours de vie souvent ignorés par les circuits traditionnels. Élise s'y investissait pleinement. Elle gérait les commandes, décorait l'espace, accueillait les voisins curieux. Jean s'occupait des aspects techniques, des partenariats avec des structures sociales, de la comptabilité. À première vue, leur quotidien semblait calme, fonctionnel, harmonieux. Pourtant, au-delà des gestes et des habitudes partagées, une tension sourde s'installait. Non pas une tension conflictuelle, mais un non-dit qui s'alourdissait. Jean, bien qu'il n'ait jamais été homme assez penché, sentait qu'un point de bascule approchait. Il s'était habitué à la présence d'Élise, à sa voix dans les couloirs, à sa manière de relire 2 fois une même phrase, à la musique discrète qu'elle mettait en fond lorsqu'elle travaillait. Ce n'était plus une cohabitation, ni même une amitié complexe. Il y avait autre chose, quelque chose qu'il s'efforçait de ne pas nommer. Il savait que la moindre confession risquait de briser l'équilibre qu'ils avaient construit, mais il savait aussi qu'ils ne pouvaient plus continuer à faire semblant. Un soir de printemps, alors qu'ils refermaient ensemble les volets de la boutique après une journée d'aménagement, Élise prit la parole d'une voix calme mais déterminée. « Jean, est-ce que tu peux me regarder sans détourner les yeux ?» Il obéit. Il croisa son regard, et ce qu'il y vit l'ébranla. Ce n'était pas de la colère, ni de la peur. C'était un mélange de certitude et d'hésitation, un paradoxe qu'il comprenait bien. « Il faut qu'on parle, dit-elle. Pas de la librairie, pas des autres, de nous. » Jean resta silencieux. Il savait que cette conversation arriverait. Il ne l'avait jamais redoutée, mais il l'avait différée, convaincu que le temps réglerait ce que les mots ne pouvaient exprimer. Il avait eu tort. « Je ne te vois plus comme un protecteur, » murmura Élise. « Et je ne crois pas que tu me vois comme une fille adoptive. Ce qu'on a vécu dépasse ces cadres. Et si on continue à l'ignorer, on va finir par se perdre dans des rôles qui ne nous correspondent pas. » Jean inspira profondément. Il avait appris à se taire pendant des années, à maîtriser ses émotions, à détourner les vérités trop lourdes. Mais cette fois,
Il ne pouvait pas. « Tu as raison, » dit-il. « Je ne peux plus prétendre que tu es une présence accueillie. Je pense à toi quand tu n'es pas là. Je remarque chaque détail, chaque silence. Et cela me trouble, cela me fait peur aussi. » Élise baissa les yeux, puis les releva aussitôt. « Moi aussi j'ai peur. Pas de ce que je ressens, mais de ce que ça signifie. De ce que les autres pourraient en dire. De ce que moi-même j'aurais condamné il y a encore quelques années. » Jean se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. Dehors, le ciel était d'un bleu profond, presque noir, percé de quelques étoiles. Il parla sans se retourner. « Quand tu es arrivé chez moi, c'était une erreur. Une farce. Un geste cruel d'homme trop riche pour comprendre ce qu'il faisait. Et pourtant, ce qui a commencé comme une humiliation est devenu la seule chose sincère que j'ai vécue depuis des années. Mais je ne peux pas te demander d'endosser cette transformation. Je suis bien plus âgé. J'ai des blessures que je ne finirai jamais de porter. Je ne veux pas que tu te sentes enfermé dans un lien qui pourrait t'empêcher de devenir pleinement toi-même. » Élise s'approcha lentement. « Ce n'est pas un lien qui m'enferme. C'est un lien qui m'ouvre. Et ce que je ressens, ce n'est pas une dette, ni une confusion. C'est quelque chose de plus profond. Un attachement que je n'ai jamais ressenti ailleurs. Une admiration, une forme de paix quand tu es là. Je ne veux pas l'étouffer sous des conventions sociales qui ne nous ressemblent pas. » Jean la regarda longuement. Mais les autres ne verront pas cela. Ils verront une histoire déplacée, une relation entre un homme puissant et une jeune femme vulnérable. Ils projetteront leurs fantasmes, leurs jugements. « Alors qu'ils le fassent, » répondit Élise. « Moi je sais ce que j'ai vécu, et je suis prête à assumer, à condition qu'on ne se mente pas à nous-mêmes. » Le silence qui suivit fut long, mais apaisé. Ils n'avaient pas besoin de se précipiter. Ils n'avaient pas besoin de nommer immédiatement ce qui se passait entre eux. Ce qui comptait, c'était de reconnaître que ce lien existait, qu'il avait grandi sans artifice, sans calcul, et qu'il méritait d'être traité avec respect. Ils décidèrent ce soir-là de ne pas imposer de définition à leur relation. Ils ne parleraient pas d'amour dans les termes classiques. Ils ne chercheraient pas à se conformer à ce que les autres attendaient. Ils poursuivraient leur projet, vivraient leur quotidien, avec cette nouvelle clarté entre eux. Ils seraient deux individus adultes, unis par une histoire singulière, construite sur le respect, la présence et le choix libre. Les jours suivants, leur complicité se fit plus visible. Les gestes furent plus tendres, les échanges plus directs, mais rien ne fut précipité. Ils n'étaient pas dans la conquête. Ils étaient dans la continuité d'un lien déjà ancien, simplement reconnu avec plus de lucidité. Jean n'avait plus peur de croiser le regard d'Élise, et elle, de son côté, assumait pleinement sa place à ses côtés. Leur entourage immédiat, les quelques artisans, les voisins, les membres des associations, percevaient bien cette proximité, mais personne ne posa de questions. Peut-être parce que, dans ce lieu reculé, les gens jugeaient moins, ou peut-être parce que leur relation dégageait une forme de sincérité qui désarmait les soupçons. Ce soir-là, en refermant les rideaux de la librairie encore vide de clients, Élise regarda Jean et dit doucement « On n'a pas besoin d'expliquer ce qu'on est, il suffit de continuer à l'être. » Et Jean répondit simplement « Tant que tu es là, je peux être. » Ce fut un lundi matin que tout bascula de nouveau. La presse nationale, jusque-là contenue dans des spéculations vagues et des murmures étouffés, publia en une un article sans ambiguïté. Une photo volée montrait Élise et Jean assis à une terrasse, leurs regards tournés l'un vers l'autre, trop proches pour laisser place au doute. Le titre, volontairement provocateur, posait une question rhétorique. La protéger ou l'amante? S'ensuivait une enquête construite à partir de témoignages anonymes, d'interprétations biaisées et de détails arrachés au passé de Jean. L'article insinuait une relation déséquilibrée, une manipulation affective sous couvert de bienveillance. Les mots étaient choisis pour choquer, pour scandaliser. Il y avait des extraits de documents juridiques liés au don de Jean, des allusions à l'âge d'Élise, à leur rencontre, à l'adoption symbolique. La réaction fut immédiate. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Une avalanche de commentaires, de jugements, d'indignations feintes ou sincères se déversa sans retenue. Des chroniqueurs prirent parti. Certains dénonçaient une exploitation émotionnelle, d'autres voyaient une dérive morale. L'histoire devint un cas de société, un prétexte à débat. Le nom de Jean Moreau fut traîné dans la boue. Celui d'Élise devint un mot-clé associé à toutes les formes de soupçon.
arrivisme, manipulation, stratégie sociale. Jean tenta d'endiguer l'avalanche. Il refusa les interviews, fit publier un communiqué bref dans lequel il condamnait les intrusions et rappelait le caractère privé de sa vie. Mais cela ne fit qu'attiser la curiosité. On le traita de lâche, d'élitiste déconnecté. Certains exigeaient une enquête sur ses donations. D'anciens associés, autrefois silencieux, commencèrent à parler. Les paroles furent sorties de leur contexte, les faits remodelés pour s'adapter à une version commode du récit. Élise, pendant les premiers jours, resta murée dans le silence. Elle suivait les publications d'un œil froid, sans s'autoriser à réagir. Mais l'effet fut plus profond qu'elle ne l'admit d'abord. Elle vit son visage associé à des idées qu'elle rejetait totalement. Elle entendit des inconnus parler d'elle avec assurance, prétendre comprendre ses motivations, ses choix. Son passé, jusque-là méconnu, était disséqué, vulgarisé. Son passage en foyer, ses lettres retrouvées, sa relation avec Mireille, tout devenait matière à scandale. Elle savait qu'elle devait reprendre le contrôle de son histoire, mais elle refusait de le faire dans l'urgence, sous la pression. Elle attendit, prépara, écouta les conseils de l'avocat. Puis, une semaine après l'article, elle accepta une seule interview, dans un format long, sans montage, en direct, sur une chaîne peu connue mais respectée pour son sérieux. Ce fut une émission sobre. Le plateau était nu, la lumière douce. Élise, vêtue simplement, parla sans chercher à se défendre, mais pour poser une vérité. Elle raconta la blague initiale, la première rencontre avec Jean, la douleur de découvrir qu'elle avait été instrumentalisée, son départ, son retour. Elle parla de sa vie dans les foyers, du sentiment d'abandon, du besoin de trouver un lieu où exister. Elle ne se présenta pas comme victime, encore moins comme complice. Elle parla d'évolution, de confrontation à soi, de choix faits en conscience. Ce qui existe entre Jean et moi, dit-elle, ne peut pas être résumé à une étiquette. Ce n'est pas un conte de fées, ni un abus de pouvoir. C'est une relation née dans l'inattendu, qui a grandi dans l'honnêteté, avec des limites, des doutes, des ajustements. Je n'ai jamais été acheté, sauvé, utilisé. J'ai été reconnu. Le journaliste tenta quelques questions provocatrices, mais Élise resta droite. Elle n'éleva jamais la voix. Elle ne se justifia pas. Elle affirma. Et lorsqu'on lui demanda si elle aimait Jean, elle répondit simplement « Ce que je ressens pour lui ne vous regarde pas, mais je peux dire que je n'ai jamais été aussi libre qu'à ses côtés. » L'émission diffusée tard dans la soirée fit l'effet d'une onde de choc. Les réactions furent variées. Certains continuèrent à douter, à critiquer. D'autres, touchés par sa sincérité, commencèrent à reconsidérer leur position. Des tribunes furent publiées, certaines soutenant Élise, d'autres critiquant le voyeurisme de la société. Des écrivains, des éducateurs, des femmes issues de parcours similaires prirent la parole pour souligner la complexité de telles trajectoires et la facilité avec laquelle l'opinion publique juge sans comprendre. Jean, en regardant l'interview depuis leur salon, ne dit rien pendant longtemps. Lorsqu'elle revint, il la regarda avec une admiration silencieuse. Il n'avait jamais douté de sa force, mais il mesurait désormais pleinement ce que signifiait pour elle de s'exposer ainsi. « Tu n'avais rien à prouver », dit-il simplement. « Je sais, mais moi, j'avais besoin de le dire. Pas pour eux, pour moi. » Les jours suivants, les choses commencèrent à se calmer. Le bruit médiatique se déplaça vers d'autres cibles. Leur histoire ne disparaissait pas, mais elle cessait d'être un spectacle. Et dans ce recul retrouvé, ils purent reprendre le fil de leur vie, conscients que ce qu'ils construisaient n'avait de sens que parce qu'ils le faisaient loin des regards, à leur rythme, selon leurs règles. Ce scandale, qui aurait pu les briser, devint une épreuve révélatrice. Non d'une faute, mais d'une résistance, ils n'avaient rien à revendiquer, rien à vendre. Ils avaient une existence à assumer. Et ils le firent, sans bruit, avec la même dignité que depuis le premier jour. Après la vague médiatique et les jours d'agitation intense, une forme de silence s'installa. Mais ce n'était plus ce silence menaçant et vide du début. C'était un silence choisi, tissé de calme, de résilience, de gestes simples. Jean et Élise décidèrent de ne plus retourner à leur ancienne maison, même pour récupérer les derniers objets. Tout ce dont ils avaient besoin était déjà avec eux. Quelques livres, des vêtements, des carnets, et la certitude que le reste appartenait à un monde qu'ils avaient quitté définitivement. Le projet de la librairie café, retardé par les événements, reprit son cours.
Les travaux furent terminés avec l'aide de quelques artisans du village, auxquels Jean n'offrait pas seulement un salaire, mais une forme de reconnaissance concrète. Élise, elle, s'impliquait davantage dans les choix de programmation. Elle invita une poétesse locale pour une première lecture, organisa une exposition de peinture faite par des adolescents d'un foyer voisin, proposa un atelier d'écriture ouvert à tous les jeunes de la région. Il ne s'agissait pas de philanthropie décorative, c'était un engagement réel, quotidien. Elle refusait toute approche condescendante. Elle voulait créer un lieu de vie, pas un sanctuaire. Le jour de l'inauguration, la librairie ne fut pas débordée par la foule, mais chaque personne présente avait été invitée personnellement. Aucune caméra, aucun journaliste. Juste des gens du coin, des jeunes, des retraités, des éducateurs, quelques écrivains discrets. Jean resta en retrait, comme toujours. Il observait Élise aller et venir, serrer des mains, échanger, sourire. Il n'avait jamais vu quelqu'un s'enraciner aussi vite dans un lieu, et pourtant, ce n'était pas de l'ambition. C'était une volonté profonde de créer un espace qui ressemble à une seconde chance. Pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui, un jour, s'étaient sentis à la marge. Au fil des semaines, l'endroit gagna en notoriété locale, non pas à cause du passé de ses fondateurs, mais à cause de l'énergie qui s'en dégageait. On y trouvait des livres rares, des tables partagées, des discussions à voix basse, des rires contenus. Certains venaient tous les jours juste pour lire, d'autres pour parler, d'autres encore pour ne rien dire du tout. Élise avait installé un coin pour les enfants, avec des coussins, des albums illustrés, des jouets faits main. Jean avait consacré un mur à sa propre sélection de textes philosophiques, à noter, qu'il partageait avec ceux qui le demandaient. Il vivait à quelques pas de la librairie, dans une maison discrète aux murs clairs, avec un jardin en friche qu'ils entreprirent de remettre en état. Les matins étaient souvent silencieux, ponctués de cafés forts, de lectures croisées, de longues promenades en bord de mer. Le soir, ils cuisinaient ensemble, écoutèrent de la musique ou regardèrent de vieux films en noir et blanc. Ce n'était pas une vie d'excès, mais de cohérence. Chaque jour semblait ajouter une pierre à une construction lente mais solide. Le lien entre eux évolua aussi naturellement. Il ne fut jamais proclamé, ni exhibé. Ils partagèrent leurs lits, leurs pensées, leurs doutes, sans chercher à définir leurs relations par des termes figés. Jean avait cessé de craindre les regards. Il s'était libéré de la honte inculquée par des décennies de conventions sociales. Élise, de son côté, avait gagné une assurance tranquille. Elle ne cherchait plus à se justifier. Elle avançait avec ses choix, ses limites, ses convictions. Ce n'était pas une relation fondée sur la dépendance ou sur le passé. C'était un présent choisi, reconduit chaque jour, sans contrat ni attente imposée. Claude, resté en contact, vint leur rendre visite à l'improviste un après-midi d'automne. Il fut accueilli comme un parent proche, assis dans la cuisine, un thé à la main. Il visita la librairie avec un sourire discret, observa les rayons, les visages, puis dit simplement « Ici, vous avez réussi ce que beaucoup cherchent toute leur vie, pas à fuir, mais à transformer. » Jean répondit par un hochement de tête. Il n'avait plus besoin de longues phrases. Claude repartit quelques jours plus tard, rassuré. Il savait qu'il n'avait plus besoin de protéger Jean ni Élise. Il s'était retrouvé une place qui ne devait rien à personne. L'hiver arriva, avec son froid et ses lumières douces. La librairie resta ouverte, chauffée par un poêle ancien qui diffusait une chaleur tranquille. Les soirées étaient plus calmes, mais aussi plus intimes. Des lectures s'y organisaient au coin du feu, avec des tasses de chocolat chaud, des couvertures sur les genoux. Les enfants s'endormaient parfois sur les coussins, pendant que les adultes discutaient à voix basse. Un jour, Élise proposa d'écrire une série de portraits anonymes, basés sur les témoignages des visiteurs réguliers. Jean l'encouragea, lui suggéra même de penser à un ouvrage plus large, mais elle n'était pas encore prête. Elle écrivait, oui, mais pour elle. Elle remplissait des carnets entiers, sans intention de publication. Ce n'est que plus tard qu'elle oserait penser à en faire un livre. La vie qu'il construisait n'avait rien de spectaculaire. Elle n'était pas faite pour être racontée. Et c'était précisément ce qui lui donnait sa valeur. Chaque geste avait du sens. Chaque jour avait son poids. Jean, qui avait passé sa vie à fuir l'intime, avait trouvé dans cette simplicité une forme de paix qu'il n'avait jamais connue. Élise, qui avait cru devoir se battre pour chaque miette d'attention, avait découvert qu'on pouvait exister sans se défendre. Ils n'étaient plus dans un rôle. Ils étaient dans un lieu, un temps, une vérité.
Les années passèrent sans fracas. Ni Jean ni Élise ne cherchèrent à marquer le temps, mais celui-ci, à sa manière, les modela. La librairie café devint un repère stable dans la région. Les enfants grandissaient avec ces rayons comme paysages familiers. Les adolescents y revenaient pour trouver du calme ou une parole sincère, et les adultes y trouvaient un lieu de pause dans un monde qui allait trop vite. On n'y parlait pas de Jean comme d'un ancien millionnaire retiré du monde, ni d'Élise comme d'une jeune femme à la trajectoire controversée. Ils étaient simplement les hôtes, les bâtisseurs silencieux d'un lieu humain. Un matin de printemps, Élise annonça à Jean qu'elle avait terminé l'écriture de son premier livre. Elle n'en fit pas un événement. Elle déposa simplement le manuscrit relié sur la table avec une couverture sobre. Un titre court, direct, presque ironique. La blague qui a changé ma vie. Jean, en le lisant, ne sourit pas immédiatement. Il tourna les pages avec lenteur, parfois s'arrêtant longuement sur un paragraphe, sur une phrase, sur un souvenir transformé en texte. Le livre n'était ni une autobiographie exhaustive, ni un règlement de compte. C'était un récit fragmenté, composé de scènes, de sensations, de réflexions. Une écriture fine, lucide, sans amertume. Elle y décrivait son passage par les foyers, l'arrivée chez Jean, la tension, la colère, les découvertes. Elle y écrivait l'humiliation, mais aussi la complexité du pardon. Elle n'idéalisait rien. Elle racontait simplement avec une rare justesse ce que signifiait se construire au milieu du chaos. Jean referma le manuscrit sans mots. Il regarda Élise, qui l'observait sans nervosité. Il hocha la tête une fois. Elle comprit que ce geste valait toutes les validations. Quelques mois plus tard, le livre fut publié par une petite maison d'édition indépendante. Il ne fit pas de bruit immédiat, mais il circula doucement comme un secret partagé. Il fut lu dans les foyers, dans les bibliothèques, dans les cercles d'écriture. Il fut recommandé de bouche à oreille, parfois photocopié, parfois cité dans des débats sur la résilience, sur l'intimité, sur le droit à une histoire personnelle. Jamais il ne fut adapté, médiatisé, déformé. Élise avait tenu à ce qu'il reste un objet littéraire, pas un produit. Le jour du lancement officiel, organisé discrètement dans la librairie elle-même, une cinquantaine de personnes étaient présentes. Jean, comme toujours, resta à l'écart. Il s'installa dans un coin de la salle, un verre d'eau à la main. Élise lut quelques extraits, répondit à des questions avec la même honnêteté que lors de son interview des années plus tôt. À la fin, elle remercia les gens d'être venus, mais elle n'en fit pas une cérémonie. Ce n'était pas une consécration, c'était un partage. Ce fut dans les jours qui suivirent que Jean, seul, ressentit le poids de ce que cette publication signifiait réellement. Non seulement elle marquait la clôture d'un long processus de réappropriation de soi pour Élise, mais elle ouvrait aussi un chapitre nouveau. Elle n'était plus celle qui avait été recueillie, ni la jeune femme du scandale. Elle était une autrice, une voix. Et lui, pour la première fois, comprit qu'il pouvait disparaître sans regret, pas par tristesse, mais parce que ce qu'il avait contribué à faire naître n'avait plus besoin de sa protection. Il devint plus silencieux, non distant mais apaisé. Il passait ses journées dans la petite pièce du fond, classant des documents, lisant des essais, écrivant parfois des notes que lui seul relisait. Il ne se préparait pas à partir. Il se préparait à laisser de la place. À être pour une fois un homme qui ne prend plus toute la lumière. Un soir, alors qu'il dînait sous la véranda, Élise le regarda longuement. Elle lui dit qu'elle pensait voyager quelque temps, pas pour fuir, mais pour découvrir d'autres voies, d'autres récits. Elle voulait aller dans d'autres librairies, rencontrer des lecteurs, écrire ailleurs. Jean l'écouta sans ciller. Il lui demanda simplement « Tu reviendras ?» Elle répondit sans hésiter « Toujours ». Et elle partit. Elle visita Marseille, Nantes, Bruxelles, puis des petites villes dont elle ignorait jusqu'au nom. Elle dormait dans des auberges, acceptait des invitations dans des médiathèques, écrivait dans des cahiers qu'elle envoyait parfois à Jean, sans explication. Il les lisait comme on reçoit des cartes postales d'un monde où l'on a semé quelque chose. Puis un jour, elle revint, sans prévenir. Elle poussa la porte de la librairie comme une cliente parmi d'autres. Jean était là, assis derrière le comptoir, des lunettes glissées sur le nez, un carnet ouvert. Il leva les yeux. Ils se regardèrent. Aucun mot, aucun mouvement exagéré. Il n'y en avait pas besoin. Le regard suffit. Ce fut leur dernier chapitre. Pas une fin, mais une continuité discrète. Ils vécurent encore longtemps, chacun à leur manière. Elle poursuivit l'écriture.
Lui resta le pilier silencieux de ce lieu qu'ils avaient rêvé ensemble. Ils ne cherchèrent jamais à définir ce qu'ils étaient l'un pour l'autre. Cela n'avait plus d'importance. Ce qu'ils avaient partagé dépassait les étiquettes. Et lorsque les années passèrent et que certains vinrent leur demander comment tout avait commencé, ils répondaient parfois avec un demi-sourire, une blague, une très mauvaise blague, mais ils n'ajoutaient rien, car tout était déjà dit.